Aujourd'hui, nous allons continuer les vidéos de la playlist. Voilà, ça c'est un chat qui saute du meuble avec élégance. Vidéo de la playlist base du maquillage. Je pense faire plusieurs vidéos focus sur des étapes de maquillage pour rétablir les bases du maquillage. Si par la suite je dois faire d'autres vidéos, au moins vous aurez la base des étapes qui sont absolument ennuyeuses et redondantes comme le teint. Donc après la vidéo comment laver et entretenir ses pinceaux, dont je vous remets le lien par ici, nous allons donc aujourd'hui aborder le sujet brûlant des bases de teint. Ouais, c'est pas passionnant hein. Mais c'est essentiel, qui plus est dans une playlist qui traite des bases du maquillage. Je vais vous parler des bases de teint, des bases à paupières et des sprays fixateurs dans la même vidéo. Je pense que ça s'englobe tout dans le même moule. Voilà. Si j'y pense, je vous mettrai bien évidemment un timecode / sommaire de cette vidéo, ce qui sera peut-être plus pratique. Minou. Donc je prends une dose d'hydratation avant de me lancer dans ce sujet et de me perdre dans mes explications. Et elle est tellement bonne en fait. Minou! Qu'est-ce que c'est qu'une base de teint, une base à paupières ou un spray fixateur? Ce sont ces produits que vous allez appliquer en général en premier, ça dépend de l'ordre dans lequel vous faites les étapes de votre maquillage, mais c'est avant tout un produit que vous allez appliquer, pour la base de teint du moins, sur votre visage après l'avoir hydraté, donc après vos soins, mais avant votre fond de teint. De même, pour les bases à paupières, vous allez appliquer sur votre paupière avant de commencer à faire votre travail de fard à paupières, eyeliner, ce que vous voulez. Quant aux sprays fixateurs, ce sont des sprays que vous appliquez en général sur la totalité du visage en fin de maquillage. Que vous pouvez appliquer entre plusieurs étapes, mais généralement c'est à la fin du maquillage pour encapsuler, fermer tout ceci. Si vous vous demandez à quoi servent ces produits, leur principale utilité est donc d'améliorer le rendu et la qualité de votre maquillage, que ce soit en termes de texture, de couleur ou de tenue. Parlons maintenant des différents types de bases. Pour ce qui est des yeux, les bases servent surtout à fixer vos fards à paupières pour ne pas qu'ils se déplacent et fassent ce merveilleux pli un peu gras, la trace grasse sexy de la fin de journée. Donc ça va améliorer la tenue, mais ça aura aussi pour but de popper les couleurs, c'est-à-dire booster les couleurs, les rendre plus intenses pour qu'elles aient un fini un peu plus waouh et contrasté. Le format typique de base que vous trouverez, ce sont des bases liquides sous ce format-là de tube. Celle-ci, c'est une de chez Action et franchement, je crois qu'elle coûte moins d'1 € et elle fait très bien le job. Mais vous aurez aussi des bases comme celle-ci, qui d'ailleurs ça s'est bien effacé parce que je l'ai beaucoup utilisée, mais c'est une base à paupières de Laura Geller. Fantastique. Fantastique ce produit, je l'aime, mais je l'aime, franchement c'est ma base préférée et je l'économise, mais je... Oui. Parce que j'ai du mal à la retrouver et que du moins si je l'ai retrouvée elle coûtait super cher alors que moi je l'ai achetée à Saga et elle était pas chère du tout quand je l'ai achetée à Saga. Enfin bref, parenthèse fermée. Vous avez ce genre de bases qui vont être teintées et dont l'intérêt va être de faire une correction de couleur de votre paupière si celle-ci est plutôt teintée, qu'elle soit rouge, violacée, marronnée, ou simplement teintée couleur chair, comme les fameuses bases P. Louise, qui vont avoir un effet correcteur un peu comme un fond de teint, en plus de fixer et d'augmenter la couleur. Tout l'intérêt de ces bases colorées, c'est aussi que vous les trouvez dans de nombreuses couleurs et donc qui peuvent s'adapter à une couleur de maquillage générale et qui vont encore plus l'intensifier et vont parfois donner plus de corps à des couleurs de fard à paupières qui auraient été un petit peu fades sans cette base colorée en dessous. Je commence par vous montrer l'application d'une base à paupières liquide comme celle-ci. J'en applique un peu sur ma paupière, puis je commence à l'étaler avec mes doigts. Et le plus important avec ce type de base, c'est de réellement aller partout. C'est-à-dire qu'il faut aller sous le sourcil, sur le coin interne de l'œil, tout le long de la ligne des cils, du ras de vos cils, jusqu'au coin extérieur et étirer le coin extérieur. Vous pouvez aussi en mettre en dessous de l'œil si jamais vous allez faire un travail de fard à paupières en dessous de vos yeux. Et maintenant, je passe à l'étape primordiale, on estompe avec une éponge. Vous avez aussi une technique simple qui fonctionne très bien, c'est de prendre des fards à paupières
crèmes waterproof de ce type là. Ceux-là ce sont des Yves Rocher Ombre Life Proof. Et vous avez les paint pots de MAC, vous en avez chez Kiko. Bref, vous en trouvez à peu près dans toutes les marques et ce sont des produits qui marchent aussi bien que des bases. En plus le côté waterproof fait que ce sont des bases qui tiennent particulièrement bien et parfois mieux que des bases spéciales pour les paupières. Que demander de mieux? Alors je le prends si possible en couleur nude plutôt neutre. Donc comme la première, je l'applique sur la totalité de ma paupière en remontant bien vers le sourcil, dans le coin interne. Et là il faut agir assez rapidement puisque c'est un produit waterproof qui sèche. Vous allez l'estomper avec le doigt pour être sûr que le produit est bien réparti et on finit encore avec un coup d'éponge. Personnellement, c'est ce type de base que j'utilise le plus souvent car je trouve que c'est celle qui tienne le mieux. Une autre méthode encore plus simple consiste à mettre de l'anti-cerne ou du fond de teint sur la paupière et de faire son maquillage par-dessus. Ça va quand même améliorer un peu la tenue de vos fards tout en boostant un peu les couleurs. Ceci dit, en termes de tenue, je trouve que c'est quand même moyen. Mais comme certaines bases qui ont une tenue très moyenne. Passons maintenant aux bases de teint. Et là, il en existe une flopée. Mais alors c'est dingue, c'est carrément la mode en ce moment d'ailleurs. Il y a tellement de bases qui sortent de partout, de toutes les marques. Il y a plein de gammes de bases différentes pour tout type de peau, pour tout effet, pour chaque truc. À base de cannabis, à base de... Donc vous avez des tas de bases avec des tas d'effets différents. Les bases qui floutent les pores, qui effacent les ridules, les bases qui hydratent votre peau, les bases qui font tenir le maquillage, les bases waterproof, les bases colorées qui compensent une grise mine ou des rougeurs, les bases scintillantes ou brillantes qui du coup vont apporter ce petit côté glowy et brillant à votre visage terne et fade. Et franchement c'est merveilleux, mais qui ne rêverait pas d'avoir tous ces effets à la fois sur son visage? C'est absolument fantastique et c'est absolument du bullshit. Bon alors oui d'accord, j'exagère, il y a des bases qui sont très bien et qui ont de vrais effets. Mais alors, il y en a... Comment vous dire que c'est tellement plus une affaire de marketing que de réel effet cosmétique que moi ça m'exaspère un petit peu toutes ces marques qui sortent à nouveau de nouvelles bases avec toujours plus ou moins la même composition et toujours plus ou moins le même non-effet. Hein. Je m'explique. Il y a énormément de bases dans plusieurs marques qui n'ont quasiment aucun effet, ou du moins très peu visible, ce qui me laisse dire que beaucoup de bases ont plus un effet placebo qu'un réel effet esthétique cosmétique. Et en tête de liste de ces arguments marketing qui m'énervent, mais qui m'énervent, il y a le fameux, la base de maquillage, c'est hyper essentiel parce que ça va venir protéger votre peau et faire un bouclier contre le maquillage qui vient, le fond de teint d'après. Alors déjà, est-ce qu'on parle du fait que ça sous-entend que le fond de teint et les maquillages que tu mets après sont du coup toxiques? Enfin c'est pas le mot, mais disons que ça donne l'impression que ce que tu vas mettre après est potentiellement dangereux et qu'il faudrait s'en protéger avec un bouclier. Pas glorieux quand même, mais bon, admettons. Mais du coup, qu'est-ce qu'on nous propose pour nous protéger de notre vilain fond de teint qui va agresser, j'imagine, notre peau par la suite? On nous propose, de manière générale et plutôt grossière, un mélange d'eau et de silicone avec un petit peu de conservateur irritant, parce que tant qu'à faire, c'est toujours mieux que les conservateurs naturels. Quelques huiles de pétrole, des parfums. Voici la composition typique d'une base, qui à peu de choses près est la même composition qu'un fond de teint, les pigments en moins. C'est pas les pigments le plus gros problème dans les fonds de teint de la cosmétique conventionnelle. Donc si on résume, pour nous protéger de notre fond de teint, on nous propose un produit composé quasiment comme un fond de teint, avec des silicones la plupart du temps, des huiles minérales qui sont occlusives et des plastiques sous forme liquide. Alors oui, j'imagine que ça peut créer un bouclier et qu'en effet, il y a peu de choses qui va sortir ou rentrer dans votre peau après l'application de cette couche de plastique. Certes, votre peau sécrétera moins de sébum car vos pores seront bouchés, et celui-ci ne fera pas migrer votre fond de teint, et certes votre peau n'absorbera pas votre fond de teint puisque de toute façon les pores seront bouchés, ils n'absorberont pas grand chose d'autre que du silicone. Et 99,99% des bases lissantes, floutantes, effaceuses de pores, effaceuses de rides, qui lissent le grain de peau, qui smoothent le visage, notamment dans tous les produits Blur et compagnie, c'est essentiellement des silicones. Comme celle-ci. Je suis désolée mais depuis qu'il fait beau, tout le monde a décidé de passer la tondeuse. Et ça tombe, et ça élague.
Je vais donc appliquer une pompe qui fera la totalité de mon visage. Et là c'est important de ne pas trop en mettre car c'est exactement ce type de base qui va apporter cet effet peluchant que vous pouvez retrouver parfois après avec votre fond de teint. Puis je répartis uniformément, avec mes mains toujours, la base sur la totalité de mon visage. Vous ne devriez pas voir une énorme différence à la caméra puisque c'est une base transparente qui n'aura réellement d'effet qu'une fois recouverte par un fond de teint ou un anti-cerne. Elle peut s'avérer très utile en cas de peau très sèche que vous n'avez pas eu le temps d'hydrater et du coup ça va compenser un petit peu cet effet sec d'esquamation, ou disons plutôt que votre fond de teint mettra moins en valeur les zones de sécheresse de votre visage. Et pour la petite histoire, ce primer illustre parfaitement les propos que je tenais plus tôt sur le discours marketing et les arguments un peu faux et mensongers que l'on peut retrouver dans la cosmétique, puisque c'est une base extrêmement siliconée. En fait, les 7 premiers ingrédients sont des silicones. Et oui, elle est vendue comme une base lissante et elle a un très joli effet lissant. Cependant, la marque se targuait de vendre des produits plus ou moins naturels, d'une haute qualité, mais force est de constater que ces gens n'y connaissaient pas grand chose, ni en cosmétique, ni en maquillage, et pas non plus sur les compositions. Cette base est un très bon produit et qu'elle fait très bien son travail de produit lissant. Mon seul problème, c'est plutôt le message qui est délivré en même temps que le produit, trompeur et qui aura tendance à vous induire en erreur au lieu d'être honnête et transparent. Et c'est le cas pour beaucoup de marques de cosmétiques aujourd'hui, en particulier dans la cosmétique conventionnelle. Alors oui, je reconnais que ces bases ont un super effet floutant. Du coup, ça va vous laisser une peau lisse, les ridules vont être diminuées, les pores vont être bouchés. Votre peau aura un aspect beaucoup plus doux, beaucoup plus lisse, ce qui peut être très joli avec un fond de teint et redonner un rendu un peu plus peau parfaite, peau de pêche. Donc de ce côté-là, je suis d'accord, ça fait bien son job. Par contre, pour l'aspect protecteur du bouclier de silicone, je suis un peu dubitative puisque j'ai l'impression que ce primer que vous appliquez sur votre visage est typiquement le genre de produit dont vous devriez vous protéger puisque c'est celui qui va certainement avoir un effet plus nocif sur votre peau. Alors vous me direz, oui mais toutes les bases ne sont pas siliconées. Oui, il y en a quelques-unes, rares, qui ne contiennent pas de silicone ou d'huile minérale de pétrole. Passons aux bases hydratantes et fixantes. Oui, c'est vrai, il faut hydrater votre peau. J'ai d'ailleurs écrit un article à ce sujet que vous trouverez sur mon blog, qui est dans la description. Là, il y a le lien de l'article de mon blog. C'est très important d'hydrater sa peau, de bien l'entretenir, et c'est selon moi la première vraie base de tout maquillage. Avoir une jolie peau, une peau bien entretenue, bien hydratée. Donc pourquoi pas, c'est bien une base hydratante. Sauf que je vois pas à quoi ça sert, parce que si vous avez fait votre routine de soins, que vous avez hydraté votre visage, bu votre 1,5 litre d'eau par jour, enfin bon voilà, lisez l'article. Si vous avez fait votre routine de soins et que votre peau est bien hydratée, je vois pas à quoi ça sert de mettre une base hydratante. Si t'as la sensation que ta peau est pas assez hydratée, autant remettre une couche de crème hydratante. Et pour ce qui est des bases qui font tenir plus longtemps le fond de teint, c'est exactement sur ce point que je suis très mitigée. Je ne saurais pas vous dire avec certitude si une base permet réellement à votre maquillage de tenir plus longtemps ou si c'est plutôt lié à des éléments extérieurs, c'est-à-dire la température, ce que vous faites dans votre journée, les gestes que vous avez, et les bases spéciales grip comme celle de Milk ou d'autres marques qui ont fait des bases qui vraiment accrochent et qui ont ce côté un peu collant qui va vraiment venir accrocher le fond de teint, pourquoi pas? Je dois dire que ça marche plutôt bien, mais du coup ça concerne vraiment une petite minorité de bases, pas énormément de ces bases qui vraiment ont ce côté collant un peu agrippant. Maintenant pour ce qui est des bases correctrices de couleur, c'est-à-dire notamment les bases rosées pêche pour les personnes qui ont grise mine, qui ont le teint terne. Dans l'absolu, c'est pas une mauvaise idée, puisque c'est la même chose que de la correction de couleur, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, oui. Ça va venir compenser un teint peut-être un peu terne, un peu fade. Ceci dit, si vous choisissez bien la couleur de votre fond de teint et vous faites une correction de couleur avec des correcteurs, ce sera peut-être un peu plus efficace qu'une base qui sont la plupart du temps quand même peu teintées. Même si dans votre main elles ont l'air colorées, une fois appliquées sur le visage, les bases sont quand même la plupart du temps très transparentes. Qui plus est, vous n'avez pas forcément besoin de correction de couleur sur la totalité du visage. C'est-à-dire que si une base rosée pêche va apporter quand même un teint plus lumineux et plus frais, l'application d'une base verte n'est pas toujours judicieuse si vous n'avez pas la totalité du visage avec des rougeurs. Et pour les bases scintillantes, glowy, brillantes, vous savez c'est souvent les petites huiles là sous pipette avec des paillettes dedans qui viennent pétiller, faire briller votre visage pour un teint plus frais, plus glowy. Vous avez
plusieurs catégories, c'est-à-dire que vous avez celles avec des paillettes et celles avec des nacres. Les nacres vont vraiment apporter ce côté brillant, un peu comme l'highlighter. Ça va venir donner ce côté très lumineux à votre peau, qui peut être intéressant. Par contre, les paillettes, ça reste des paillettes. Et réparties sur le visage, quelques paillettes, je comprends pas trop, je vois pas trop l'intérêt. Bon, moi j'aime les paillettes, c'est pas forcément vilain, mais c'est pas ça qui va apporter de la brillance à votre visage. Ça va apporter des paillettes à votre visage, c'est tout. Mais ça dépend aussi du fond de teint que vous allez appliquer après, parce que si vous avez un fond de teint à couvrance moyenne à totale, on verra plus du tout cet effet nacré, ou alors tellement peu que je vois pas l'intérêt de mettre ça avant, parce qu'il faudrait le remettre après. Si vous avez un fond de teint très léger ou que vous mettez une bébé crème, pourquoi pas, ça peut apporter ce petit côté un peu brillant. Et pour le coup, en général, j'utilise des highlighters liquides comme celui-ci de chez Sienne, qui est absolument génial en base. Ce type de base, vous devez décider avant tout comment vous l'appliquez. C'est-à-dire, est-ce que vous décidez de l'appliquer uniquement sur les zones à highlighter ou est-ce que vous l'appliquez sur la totalité de votre teint pour un rendu général plus lumineux, plus brillant. Souvenez-vous toutefois de ce que je vous ai dit plus tôt, ce genre de produit sera très probablement couvert si vous avez un fond de teint à couvrance moyenne à totale. Auquel cas il sera peut-être plus intéressant de l'appliquer en légère touche avec une éponge par-dessus votre fond de teint pour donner à celui-ci un côté un peu plus brillant. Ou alors lorsque vous appliquez votre fond de teint, vous mélangez votre base directement à votre fond de teint pour que celui-ci soit plus lumineux. Donc j'en applique sur le haut des pommettes, sur l'arête du nez, un petit peu sur l'arc de Cupidon, le menton et un peu le front. Puis on étale pour répartir le produit d'une façon homogène et surtout ne pas faire de traces. Vous pouvez dépasser des zones, voire que je vous conseille de dépasser légèrement pour fondre votre highlighter et donner un côté beaucoup plus naturel à la brillance. Pour ce qui est des sprays fixateurs, vous avez en général plusieurs formats. Vous avez ceux qui sont liquides, comme ça, et vous avez ceux en bombe qui du coup vont être plus sous forme de brume sèche que les sprays qui vont faire une brume humide. S'ils ont pour but de fixer votre maquillage et que celui-ci dure plus longtemps dans le temps, ils auront aussi comme utilité de mélanger un peu les matières entre elles et donc d'homogénéiser toutes les étapes du maquillage pour que celui-ci soit plus homogène. Donc vous avez les fameux sprays en brume sèche dont je vous parlais, comme celui-ci de chez Kiko, qui vont être des sprays essentiellement à base d'alcool. C'est un spray que vous appliquez à bonne distance de votre visage en retenant votre respiration pour ne pas respirer la brume. L'avantage de ce type de brume, c'est comme elles sont sèches, elles ne laissent pas cet effet mouillé, normal puisqu'elle est sèche. Du coup, vous ne prenez pas le risque de faire d'éventuelles traces avec votre brume humide que vous auriez pu appliquer trop près ou si le vapeau était dysfonctionnant. Et le problème à mon sens, c'est que c'est un produit que vous risquez d'inhaler et qui est potentiellement toxique à inhaler. Et ensuite, la concentration des produits fixants et en alcool a une légère tendance à assécher la peau. Donc si vous avez une peau déjà naturellement sèche, je vous déconseille ce genre de produit. Et sinon, pour tous les types de peau, vous avez les brumes humides, comme le Fix Plus de MAC, qui est un classique, je dirais. Ce sont ces fameuses brumes qui vont venir mélanger un peu les matières entre elles et donner un aspect beaucoup plus naturel et beaucoup plus frais à votre maquillage, en particulier si vous avez beaucoup poudré. Encore une fois, c'est une brume qu'on vaporise à bonne distance, en retenant son souffle et en fermant les yeux, bien évidemment. Et j'ajouterai qu'il est particulièrement important de faire un premier test sur votre main ou dans le vide pour être sûr que le vaporisateur n'est pas partiellement bouché ou du moins qu'il a un spray homogène qui ne va pas faire de grosses gouttes ou du moins de traces sur votre teint. Donc je me mets à bonne distance, je ferme les yeux. Bon, là en général, soit vous avez un petit ventilateur, soit vous avez un éventail, ou alors si vous n'en avez pas ou vous les avez oubliés comme moi, vous vous attendez. Ça y est, c'est sec. Vous pouvez le constater, ça a rapporté une brillance beaucoup plus naturelle et un teint plus frais à mon visage. Bien évidemment, moi j'en ai mis une bonne quantité car j'ai une préférence pour les teints un peu plus frais, naturels et glowy que très mat. Et j'aime pas beaucoup sur moi l'aspect poudreux et mat que laissent les poudres. La différence entre un maquillage fixé avec un spray et non fixé n'est pas non plus énorme. Selon moi, la tenue de votre maquillage tient bien plus à la façon dont vous l'avez poudré et avec quelle poudre vous l'avez fixé qu'au spray fixateur qui ne rattrapera jamais le fait d'avoir mal poudré votre teint ou de ne pas avoir appliqué de base sur vos yeux.
Et il en est de même avec une mauvaise application de vos bases de teint, fard à paupières ou spray fixateur. C'est fou ça hein. Je changeais de maquillage et de t-shirt en une seconde. À croire que j'aurais perdu des rushs et que j'aurais dû les retourner 4 jours plus tard avec un maquillage différent et une tenue différente. Improbable. Puis ça me ressemble pas du tout d'ailleurs. 35 minutes de rush perdu dans les limbes de ma carte mémoire tout de même, hein. Donc après vous avoir parlé, voire un peu démonté les bases conventionnelles, je voulais vous parler de quelques petites astuces beaucoup plus naturelles et beaucoup moins chères d'ailleurs, qui peuvent aisément remplacer les bases conventionnelles qu'on trouve dans le commerce et qui fonctionnent. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je n'utilise pas de base hydratante, d'ailleurs je n'en ai pas. Parce que je pense qu'une bonne routine de soins et qu'une bonne hygiène de vie suffisent amplement à l'aspect hydraté de votre peau. Et si éventuellement j'avais la peau un peu plus sèche ce jour-là avant de me maquiller et que je trouvais qu'elle avait besoin d'un petit boost d'hydratation. En général, j'utilise des eaux florales ou des brumes comme celle-ci de chez Naobe, qui est une brume bio et éco-cert absolument fantastique. Et je vais tout simplement sprayer, je sais pas si ça se dit. Bon, je vais mettre du spray sur mon visage pour rafraîchir et redonner une dose d'hydratation à ma peau. Bon, là il est question d'une brume énergisante détox, mais vous pouvez prendre un hydrolat, type eau de bleuet, eau de lavande, eau de fleurs d'oranger, de rose. Enfin, je vous invite à faire un tour dans la bibliothèque d'eau florale d'Aromazone. Vous avez énormément d'eau florale avec toutes leurs propriétés pour chaque type de peau. Et j'utilise également ce spray en guise de spray fixateur à la fin de mon maquillage. Alors bien entendu, il va pas forcément fixer autant qu'un spray fixateur, quoique la composition est plutôt proche, puisque dans ce type de spray on retrouve en général de l'eau, de la glycérine, un hydratant type aloe vera ou ce genre de choses, des conservateurs et quelques produits de synthèse qui fixent. Ce genre de produit c'est de l'eau, un hydratant type aloe vera, de la glycérine, des conservateurs, à peu de choses près, ça se ressemble beaucoup. Si je trouve que mes pores sont un peu dilatés ou que ma peau est irrégulière, j'utilise de l'huile de brocoli. Celle-ci vient de chez Aromazone. Alors vous aurez peut-être remarqué sur le packaging, mais c'est écrit embellisseur capillaire là-dessus. À la base, l'huile de brocoli a cet effet un peu silicone-like sur les cheveux, qui du coup va venir un peu combler les trous, les espaces entre les écailles de votre cheveu, ce qui va lisser votre fibre capillaire, lui donner du glissant, un petit peu comme le feraient les silicones, mais sans cet effet très occlusif et étouffant. En plus de ça, l'huile de brocoli reste beaucoup moins longtemps sur vos cheveux ou sur votre peau que les silicones, dont il est plutôt difficile de se débarrasser. Pour les cheveux, il faut faire des détox, pour le visage, il faut faire des masques et des gommages. Et vous me direz, les silicones, c'est pas une fatalité, ça a pas tant de problèmes, c'est pas aussi horrible. Non, dans le fond, c'est pas un produit toxique, on va dire que c'est pas dangereux réellement pour votre peau, pour votre santé. Quoique, le problème c'est que les silicones sont des produits qui ont surtout pour but d'améliorer un aspect esthétique, mais qui n'ont absolument aucun soin, qui par leur action très occlusive vont créer au fil du temps des problèmes à votre peau, type cobidon, pores dilatés, points noirs, boutons, peau grasse, excès de sébum. S'il n'est pas non plus horrible d'utiliser une fois de temps en temps un silicone pour avoir un joli rendu pour une occasion particulière, il est toujours mieux d'en limiter sa consommation. Pour vous comme pour l'environnement, parce que les silicones sont des produits qui se dégradent extrêmement mal dans l'environnement, voire pas du tout, qui mettent beaucoup de temps à se dégrader, qui sont très mal traités par les stations d'épuration, et ce sont des produits que l'on retrouve de nouveau dans les eaux. Ah oui, puis ils sont très polluants à produire aussi. Enfin bref, les silicones sont quand même une petite catastrophe écologique. Donc j'utilise mon huile de brocoli sur mes cheveux lorsque j'ai besoin d'un petit effet smooth, brillant, glissant, mais c'est une huile que vous pouvez également utiliser sur votre peau en guise de silicone de base bouchante, comblante, lissante. Alors oui, elle aura un effet beaucoup moins comblant et lissant que les bases siliconées, mais elle aura quand même ce joli petit effet lissant et floutant qui va bien améliorer la qualité de votre maquillage. Ça va compenser le problème des petites zones de sécheresse et d'esquamation. Ça va maintenir l'hydratation de votre peau tout en la nourrissant. Ceci est donc le meilleur dupe des silicones de manière naturelle. Et d'ailleurs, elle est tellement fantastique cette huile que je m'en suis servie pour créer ma propre base scintillante pailletée que voici. Et j'ai mélangé mon huile de brocoli avec du mica dans ce petit pot à pipettes. C'est une poudre minérale scintillante en fait, très pailletée, pour vous montrer le 2 en 1 de l'application de l'huile de brocoli et d'une huile scintillante. J'en applique quelques gouttes sur mon visage que je vais masser
délicatement pour chauffer la matière et bien la répartir sur la totalité du visage. J'attends quelques minutes que l'excédent d'huile soit absorbé et je peux commencer mon maquillage. Je vous montre de plus près, mais comme vous voyez, les nacres et les paillettes ne sont pas non plus hyper voyantes quand même. Ma deuxième astuce comblante, un peu de pores lissante, c'est quelque chose que vous connaissez très certainement, le beurre de karité. Donc moi c'est celui à la vanille de chez Messeguet. Vous connaissez donc très certainement le beurre de karité, c'est ce beurre extrait d'une noix africaine, si je ne dis pas de bêtises. Il est notamment très connu dans les soins pour peau noire ou pour cheveux crépus type afro, puisque c'est un beurre très nourrissant qui va assouplir, nourrir vos cheveux, votre peau, et qui en plus de ça a un effet un peu cireux, légèrement filmogène on va dire, qui du coup enrobe vos cheveux, votre peau et laisse un fini beaucoup plus lisse, beaucoup plus doux. Le beurre de karité est un excellent produit pour tout ce qui est petite zone de sécheresse que vous pouvez avoir éventuellement au bord du nez, enfin moi j'en ai en tout cas. Un excellent baume à lèvres à lui tout seul, vous pouvez l'appliquer sur vos lèvres, ça marche du feu de Dieu. Et je masse pour chauffer la matière, la fondre. Si jamais il devait y avoir une réelle protection, un réel bouclier contre ce que vous mettez après, ça serait probablement le beurre de karité. Dernière base que j'utilise et dont j'ai trouvé un dupe très sympathique, c'est pour les bases grippe qui vont agripper le fond de teint, le maquillage, permettre que celui-ci tienne beaucoup plus longtemps dans le temps en faisant une base un peu collante. Et j'utilise pour ça un produit extrêmement inattendu qui est le sirop d'agave, qui est bientôt fini d'ailleurs. Le sucre liquide, ce sirop qui est extrait d'une plante qui s'appelle l'agave, accessoirement sert à produire la tequila. Le sirop d'agave, au même titre que le sucre et le miel, est un émollient, c'est-à-dire qu'il va aider à hydrater et à maintenir l'hydratation de votre peau et de votre cheveu. C'est un produit fantastique dans tous vos masques capillaires maison, mais c'est aussi un produit qui peut s'avérer intéressant comme base. Et là vous trouverez ça certainement bizarre comme idée, mais je vous explique comment ça m'est venu. Un jour où je parlais avec une amie maquilleuse, je sais que tu me regardes ma chérie, elle me demandait ce que je pensais des compositions des produits Milk, notamment de la base Hydro Grip, et je lui expliquais que c'était pas forcément un mauvais produit en termes de composition, et qu'au milieu du reste de la gamme, c'était loin d'être le pire. Et en lisant le descriptif sur le site de Sephora, donc je suis retournée sur la page produit, on nous vend des ingrédients clés comme l'extrait de graines de cannabis issu du chanvre, de l'extrait d'agave bleue, alors je savais pas qu'il y avait de l'agave bleue, ce qui sous-entend qu'il y a un autre type d'agave. Donc j'ai vérifié, il y a de l'agave verte et de l'agave bleue qui ont les mêmes propriétés a priori. Les deux produisent de la tequila et du sirop d'agave. Donc je sais pas trop ce que c'est la différence. Si quelqu'un peut m'éclairer sur la différence entre l'agave verte et l'agave bleue, je vous en prie. Et de l'extrait de figue de barbarie et eau d'aloe qui hydrate, apaise et calme la peau. Oui, c'est pas faux. Et d'ailleurs, c'est le premier ingrédient de la base, du jus d'aloe vera. Et ça, c'est un très bon point. Bref, pour en revenir à notre sirop d'agave, on nous dit que le sirop d'agave bleu forme une couche invisible qui donne prise au maquillage, lisse l'apparence de la texture et maintient l'hydratation. Ça fait tilt et je me suis dit, mais oui, c'est pas faux. Le sirop d'agave, ça doit accrocher juste assez pour faire cet effet collant sur la peau de certaines bases qui accroche bien le maquillage. En plus de ça, ça hydrate et ça lisse la peau. Donc c'est tout bénef, je vois pas pourquoi j'essaierais pas. Et j'ai fait le test, mais j'ai fait moitié sirop d'agave, moitié rien. Et j'ai mis mon fond de teint naturellement par-dessus et je dois dire, de manière générale, mieux tenu là où il y avait le sirop d'agave, mais surtout parce que ma peau était plus hydratée, pas de zone de sécheresse mise en valeur, et la matière est restée de manière générale plutôt homogène par rapport au côté où il n'y avait rien. Sachant que ce jour-là, je l'ai vraiment mis à rude épreuve. Pour moi, c'est une petite réussite. Ça reste à retester sur une soirée, une plus longue journée avec encore d'autres fonds de teint ou quoi que ce soit, mais a priori, je peux vous dire que le sirop d'agave marche très bien pour faire une base accrochante, grippante, et je rebondis sur la composition de ce fameux Hydro Grip pour vous dire que le gel d'aloe vera est aussi un très bon primer à lui seul qui va constituer une base un peu plus collante, agrippante pour vos produits de maquillage. En plus de ça, ça hydrate, c'est tout bénef. Et maintenant, je vais vous parler des bases pour les lèvres, ou plutôt des baumes à lèvres, parce que le principe de base pour les lèvres, je suis pas convaincue. Je trouve qu'un crayon en base fait bien mieux tenir votre rouge à lèvres. Donc si c'est pour une question d'hydratation, il vaut mieux se concentrer sur des soins, des baumes à lèvres.
Et ça c'est pareil, on va te vendre des tas de baumes à lèvres en te disant « Ah mais celui-ci, il est exceptionnel, vraiment, il est mieux que les autres, il m'a rendu les lèvres toutes douces, il fait cet effet hyper hydratant. » Finalement, si tu regardes la composition, et je t'invite grandement à t'intéresser aux compositions, je sais que c'est relou, mais il existe plein d'applications qui décryptent les compositions pour toi et qui te donnent une petite idée de ce qu'il y a dedans. On nous vend des tas de produits avec des compositions longues comme le bras, très peu de produits nobles, ce qui est un peu hypocrite notamment pour les marques de luxe ou presque, qui te vendent des baumes à lèvres très chers, composés de produits très peu chers, très peu nobles. Je pense notamment au baume de rose de By Terry, dont moi j'ai seulement un échantillon. Il a été offert en même temps qu'une commande chez Sephora. Et j'avais choisi celui-ci parce que je me suis dit, je veux pas mourir bête quand même. Ça se trouve c'est quand même vraiment bien. Tout le monde dit qu'il est fantastique ce baume et qu'il est exceptionnel. Qui sent super bon la rose. En effet, il sent bon la rose. Peut-être un peu trop à mon goût d'ailleurs. Moi je suis pas fan de ces trucs trop odorants sur les lèvres et dont la composition est pas folle quoi. Enfin alors oui, on retrouve en deuxième ingrédient de l'huile de ricin. Et après c'est un mélange de cire synthétique extraite de la pétrochimie. Hein. Il y a un petit peu de beurre de karité quelque part. Du parfum, oui ça je m'en doutais. Je veux dire c'est que c'est pas un produit affreux mais il y a tellement plus simple et... Oh! Tout de même 46,50 € le baume de rose sur le site de Sephora. Hein. Bref, du coup, moi je fais mes baumes à lèvres toute seule à la maison. Ça coûte vraiment pas cher, ils sont super efficaces. Donc ça, c'est l'un des baumes à lèvres que je fais maison, avec notamment du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'huile de ricin et de la cire d'abeille avec une goutte d'huile de vitamine E. Et sinon, quand j'ai besoin d'une hydratation flash très rapide, et c'est ce que j'utilise la plupart du temps sur mes modèles, sur les mariés, sur les personnes que je maquille, l'huile de ricin pure, comme ça. Donc moi je l'ai mis dans un petit flacon avec une pipette pour que ce soit plus simple à appliquer et à transporter. Donc j'applique quelques gouttes d'huile de ricin sur mes lèvres, je les masse comme je mettrais mon baume à lèvres. Vous regarderez, c'est souvent l'un des premiers composés des baumes à lèvres que vous retrouvez dans le commerce. C'est une huile qui va avoir cet effet un peu repulpant qui du coup va gonfler légèrement vos lèvres, nourrir vos lèvres, ça va maintenir leur hydratation. Et sur le site de WAM, vous avez 50 ml d'huile de ricin pour seulement 5,90 €. Bon, vous pouvez en trouver partout ailleurs aussi, hein. Vous imaginez bien que je ne suis sponsorisée par personne. Bref, la finalité de tout ça, c'est qu'aucune base de maquillage ne remplacera une bonne hydratation et une bonne routine de soins de votre peau. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à me passer d'une base à paupières avant de faire mes maquillages. Concernant les bases de teint, j'utilise plus les petites astuces naturelles que je vous ai montrées que mes bases conventionnelles, ou du moins c'est des bases que j'utiliserai pour avoir un rendu particulier à un certain moment, mais ce ne sont absolument pas des produits que je conseille pour une utilisation quotidienne et régulière. C'est pas du tout selon moi un essentiel de votre routine de maquillage. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, une base de teint mal choisie peut au contraire desservir votre maquillage et sa tenue plus que l'améliorer. Bref, si ce sont des produits accessoires qui peuvent tout de même grandement améliorer ou du moins apporter un petit plus à votre maquillage et qui peuvent s'avérer intéressants dans certaines occasions, ce sont quand même des produits à utiliser avec modération et surtout en se renseignant bien sur la qualité du produit. J'espère que cette vidéo aura été assez claire et pas trop véhémente et à avoir répondu à plein de questions que tu aurais pu te poser. Si jamais tu as trouvé cette vidéo intéressante, que tu as bien envie de me soutenir, tu as le lien de mon Utip dans la barre d'infos sur lequel tu peux regarder une petite publicité qui me rémunérera. Pas grand chose, mais c'est déjà ça. Tu as également le lien vers l'article de mon blog sur l'hydratation. Oui, encore une fois, j'insiste, mais je compte bien t'avoir à l'usure. Tu peux également me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook, car c'est surtout sur ces deux réseaux que je communique le plus, que ce soit en story ou en photo. Si jamais tu n'as pas Facebook ni Instagram, tu peux toujours m'écrire un commentaire que je lirai et auquel je répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Ce chat. Gralik, viens là. Je montre aux gens la source de ces miaulements et de toutes ces bêtises. Je vous présente Gralik. C'est lui qui fait du bruit et du bazar depuis le début. Oh, mon petit chat. Tu voulais être devant la caméra? T'es une star maintenant. Toi aussi tu vas faire des pubs pour des bijoux. Oh oui, des pubs pour des bijoux. Des pubs, chaton, des pubs. Allez, ah! Et pourquoi faut toujours que tu mettes les griffes? T'es bien là? T'es bien sur ton pouf, mon minou? T'as été beaucoup plus sage que Gralik, toi. T'as pas attendu quasiment. Oui, mon bébé. Petit mimi. Oui.
Chaque jour de tournage, j'ai un chat différent. Un petit zouzou. Scarlett?